Je suis actuellement sur la plus grande piste cyclable de France. Le spot est malade. Cette piste cyclable, c'est la Scandibérique. Elle parcourt la France du nord au sud sur plus de 1700 km, traversant 4 régions et 20 départements. Un périple qui m'a fait découvrir des endroits inattendus dans notre beau pays, loin des sentiers battus. On n'est pas bien là ? Je pars en voyage à vélo pour la première fois afin de me lancer un défi sportif et découvrir ce mode de transport. Une aventure d'une semaine sur des kilomètres de pistes cyclables. Et des kilomètres, on va en faire puisqu'on va découvrir une petite partie de la fameuse Scandibérique. Je vous le dis tout de suite, disclaimer, c'est mon premier vrai voyage à vélo malgré mon corps de lâche. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à votre écran tout de même. Bref, le but de ce voyage, c'est justement de montrer que le voyage à vélo, c'est sans doute accessible à tout le monde. Ensemble, on va voir comment s'organiser, quel type de matériel il faut prendre, où est-ce qu'on peut dormir, est-ce que c'est facile de trouver les bonnes pistes cyclables, etc. On commence le périple à Paris et on va le terminer aux alentours de Bordeaux. J'ai envie de vous dire, on va peut-être partir. C'est parti mon kiki. Ça se dit pas mal dans la communauté des VTTistes. Ça tombe bien, j'ai pas un VTT. À bientôt, c'était énorme. Paris, il faut savoir que dans les années 1980, c'était mission impossible pour y faire du vélo. Il n'y avait quasiment plus de voies cyclables au profit des automobiles. Et par exemple, les voies de bus étaient interdites au vélo, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'il y a une vraie politique de promouvoir et favoriser les déplacements en vélo. Et ça fait qu'il y a plein d'endroits qui sont extraordinaires pour faire du vélo. Là, par exemple, je suis dans la rue de Rivoli. Vraiment, c'est un des symboles de Paris en vélo, c'est extraordinaire. Et ce qui tombe bien, c'est que justement la Scandibérique, elle passe à Paris. Donc là, je vais rejoindre le départ officiel entre guillemets pour moi. Mais je suis très content de commencer mon aventure ici. C'est la folie et j'ai envie de vous dire que je suis excité comme un acarien au salon de la moquette. Yes, let's go. Bon là vous ne le voyez pas forcément mais c'est le début officiel de mon parcours de la Scandibérique parce que je viens de rejoindre le chemin. Je pense qu'il y aura des moments un peu plus calmes sur la route, je vous rassure. Mais ça n'empêche que regardez, c'est un endroit qui est dédié au vélo là tout de suite. C'est une piste cyclable et c'est hyper agréable. Let's go. Non, c'était un bluff. Vous avez suivi j'espère. On va bientôt y aller ceci étant dit. La nature parisienne, si agréable. Yes. La Scandibérique fait partie de l'Eurovélo 3, un itinéraire qui relie Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. C'est d'ailleurs de là qu'elle tire son nom. Elle part de la Scandinavie jusqu'à la péninsule ibérique. Toutes les Eurovélos sont des véloroutes qui parcourent l'Europe et la France, sur près de 90 000 km au total. En France, nous en avons d'autres très connues, comme la Vélodyssée, et elles sont toutes totalement gratuites. Vous pouvez préparer votre voyage en consultant le site officiel de la Scandibérique, qui est très bien fait. Il fournit des informations sur les distances, les dénivelés et le type de route que vous allez rencontrer. Et comme vous pouvez le voir actuellement, je ne suis plus à Paris, je viens d'arriver en Essonne, département voisin de Paris, et je suis actuellement sur une petite piste cyclable, c'est un boulevard. Cependant, je tiens à vous le dire tout de suite, la Scandibérique c'est pas 100% de pistes cyclables, c'est plus de la moitié tout de même environ, mais il y en a aussi une autre moitié où ça peut être des chemins, ça peut être le long de la route. Ne vous dites pas que la Scandibérique c'est 100% de pistes cyclables, ce n'est pas le cas. Ceci étant dit, franchement c'est aussi en te perdant un petit peu parfois, tu feras de belles découvertes. Bref, comme je viens d'arriver en Essonne, je vais un petit peu accélérer et on va voir où ça va m'amener. Let's go! Je crois que j'ai un peu trop roulé là. Ou alors je suis devant la plus grande pagode d'Europe qui est aux portes de Paris en Essonne. Je vous laisse choisir. Moi j'aime bien l'option j'ai un peu trop bombarde. T'as vu ces mollets? Ils n'existent pas. C'est normal que tu ne les vois pas. Allez on continue quand même. En Essonne, il y a un autre bâtiment très surprenant, la cathédrale de la Résurrection, située à Évry. C'est la seule cathédrale construite en France au XXe siècle, et elle est aussi originale à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le petit détail que j'apprécie, ce sont les arbres sur les toits. 24 tilleuls argentés qui représentent les 24 heures du jour. Et pour la petite anecdote, c'est sur son parvis que les Yamakasi se sont formés. Ils sont encore quelques-uns à s'entraîner là-bas à l'art du déplacement.
Ok messieurs dames, mon périple continue. J'ai quitté l'Essonne, maintenant je suis en Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, pour l'anecdote, c'est la moitié de la superficie de l'Île-de-France, donc c'est assez grand quand même comme département. Je suis vraiment au bord de la Seine depuis quelques kilomètres, c'est hyper mignon, hyper agréable. Et il y a plein de baraques extraordinaires d'ailleurs, c'est les affolantes. Les affolantes en fait c'est des demeures qui ont été faites 19e et début 20e siècle par des richissimes hommes d'affaires, commerçants, industriels, et qui se mettaient très bien hein, parce que c'est vraiment très beau ce qu'ils ont fait à l'époque. Ceci étant dit, je vais vous partager quelques conseils. Alors sachant qu'encore une fois, je suis pas du tout un expert, hein. Comme je disais, c'est ma première vraie aventure à vélo. Premier conseil, c'est vraiment de ne pas prendre trop de choses avec vous. Pour la simple et bonne raison que le plus vous aurez de poids à transporter, le plus ça va être une galère pour vous, tout simplement. Ça s'applique au voyage de façon générale, mais encore plus au voyage à vélo, puisque le voyage à vélo, comme tu l'imagines, tu dois transporter toutes tes affaires. En ce sens, il y a une matière que je trouve extraordinaire pour vos t-shirts, c'est le mérinos. Je ne jure plus que par ça de façon générale pour mes voyages, parce que c'est léger, parce que c'est respirant, parce que ça sent pas. Pour le coup, par contre, en bas, on va pas déconner. Je vous conseille vivement de prendre un cycliste. Un cycliste, c'est une sorte de short assez moulant, sur lequel il va y avoir une petite mousse au niveau des fesses, et cette petite mousse ça va être très utile parce que je vous promets qu'après quelques jours de vélo, la selle va vous faire mal au cul. Par rapport au vélo en tout cas, n'hésitez pas à prendre tout ce qui va être évidemment lumière pour voir et être vu le soir. Si jamais vous roulez de nuit, ça peut arriver, on prend un peu de retard. Aussi prenez évidemment de quoi changer un pneu, donc ça va être une pompe, etc. N'hésitez pas à prendre une gourde parce que vous allez parfois être solo du gâteau, et évidemment il va falloir boire quand même un peu d'eau pour ne pas mourir, donc une gourde peut être nécessaire et utile. Et aussi un truc tout bête, prenez un accroche téléphone. J'ai pas pensé avant de partir, mon vélo n'en a pas un, je dois me mettre à l'arrêt pour garder le GPS à chaque fois, etc. Évidemment, encore une fois, je suis pas un cycliste professionnel, donc n'hésitez pas à compléter dans les commentaires, mais avec ça déjà vous serez pas mal. Voici sur une étape que je voulais vraiment faire, à savoir Moret-sur-Loing, au cœur de la Seine-et-Marne. C'est un de mes villages préférés en Île-de-France. Venez-y si vous pouvez, j'avais déjà fait une vidéo ici, mais vraiment c'est l'endroit parfait pour se balader et kiffer un peu. Donc venez en vélo si vous le souhaitez, bien évidemment, ou alors un RER, il y en a un qui est pas très loin, qui arrive dans le coin, et je vous promets, vous allez kiffer. C'est une petite ville fortifiée, ça vaut vraiment le détour. Bref, moi je vais aller me reposer un petit peu parce que ça commence à tirer au niveau des cuisses et au niveau du cul. Je vais pas vous mentir. Allez, ciao, bonsoir. Et le dernier département que je visite dans ce coin de la France, c'est le Loiret. J'ai adoré cette partie, notamment parce que j'ai emprunté une piste cyclable très paisible qui longe les bords du Loing. Un véritable havre de paix qui mène à Montargis. Ce dernier est l'un de mes coups de cœur du voyage. C'est une petite ville que je connaissais pas et qui est pourtant hyper charmante, avec ses canaux et ses petites maisons à colombage. Ça on adore. Dans la même veine, j'ai visité le château de Metz, une petite perle. Ensuite, j'ai pris le train en direction de Libourne. Comme je vous l'ai dit précédemment, le voyage à vélo est totalement libre et vous pouvez décider des étapes que vous souhaitez effectuer. Cela m'a permis de découvrir cette petite ville et son marché emblématique, mais aussi de me préparer rapidement pour la prochaine étape, Saint-Émilion. A l'origine, Saint-Émilion, c'est le nom d'un homme, Émilion. C'était un moine breton qui commençait à se forger une belle réputation. Pour se consacrer pleinement à sa quête spirituelle, il a décidé de vivre en ermite, s'installant ainsi dans une grotte située au centre de l'actuel Saint-Émilion. Des disciples l'ont rejoint en fil du temps et ont progressivement établi une communauté qui a donné naissance au village. Mais bon, Saint-Émilion, ça a avant tout son vignoble que vous connaissez tous sans aucun doute. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent du monde entier pour visiter ce dernier. Et l'année 1999, elle a été assez spéciale pour Saint-Émilion en ce sens parce que l'UNESCO a reconnu le vignoble de Saint-Émilion comme paysage culturel. Et c'était la toute première fois de l'histoire que l'UNESCO faisait ça, donc c'est quand même pas rien. Le village est vraiment magnifique comme vous l'avez vu juste avant. Et la petite anecdote que j'ai par rapport à ce dernier quand même derrière moi, c'est qu'il y a que 150 personnes qui vivent dans le centre à l'année à Saint-Émilion. Ça vaut vraiment le détour. Ne visitez pas que les vignobles, perdez-vous dans les ruelles, ça vaut le coup tout simplement. Allez, on n'est pas là pour être ici quand même. En vrai, je trouve que j'ai une petite street cred. Dites-moi en commentaire. Vous pourrez croire un peu. Tour de France l'année prochaine. C'est faux, c'est totalement faux. Allez, ciao. Je sais pas si vous arrivez à percevoir l'atmosphère de ce lieu où je suis actuellement. Je suis sur le tronçon en direction de Bordeaux, toujours sur la Scandibérique, et regardez-moi ça.
Il y a des arbres un peu partout autour. Il y a des feuilles qui sont au sol. Bref, il y a une atmosphère hyper Stranger Things notamment. Avec le tunnel sans fond là. Je vais l'emprunter, ça va être assez magique je pense. Mais my god, le tronçon qui va jusqu'à Bordeaux depuis Libourne, il est extraordinaire. Ça vaut vraiment le détour. Et après ça, il était temps pour moi de me rendre à la dernière étape de mon voyage, Bordeaux. Me voici désormais à Bordeaux, la dernière étape de mon beau périple. Et avant de vous laisser, je vais répondre à plein de questions qui m'ont été posées sur Instagram, sur une FAQ. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, d'ailleurs c'est pas encore fait parce que je partage beaucoup de photos, des petites vidéos, un format différent. La toute première question qui m'a été beaucoup posée par Célia, Emeline, Almir par instant, c'est... Comment vont tes fesses? Yes. Et ben je tiens à vous le dire, pensez vraiment aux cyclistes. C'est un achat qui est nécessaire sur un périple de plusieurs jours. Jour 2, jour 3, j'ai un peu souffert, j'ai pas joué un double jeu avec vous. Mais à partir de jour 4, c'est comme si ton petit cul s'habitue. Donc au final, maintenant ça va mieux. Miss Traveling qui me demande toujours dans le même délire, pas trop mal au genou. Parce qu'il faut savoir que je me suis fait opérer du ligament croisé il y a environ 1 an et demi suite à une rupture. Et ben écoutez, sachez que le vélo en fait c'est conseillé même pour les genoux. C'est pas un sport de pivot le vélo, c'est pas du foot, du basket, etc. Donc le mouvement que tu vas faire va être bon pour ton genou. Une grosse partie de ma rééducation a été faite d'ailleurs sur un vélo. Donc j'ai envie de vous dire, le vélo pour les genoux c'est extraordinaire, c'est parfait, même c'est vivement conseillé. Il y a Léa Vaza qui me dit, est-ce que c'est dangereux avec les voitures? Je dirais pas forcément. Les gens sont respectueux sur la route globalement, mais évidemment tu auras toujours un con qui va passer juste à côté de toi, etc. En plus, n'oubliez pas qu'il y a une bonne partie de la Scandibérique qui se passe sur piste cyclable dédiée, donc ça rend le truc hyper agréable. Par contre, je vous donne un petit conseil, c'est éviter de rouler de nuit parce que votre visibilité évidemment est réduite, mais aussi les gens qui seront sur la route auront plus de mal à vous voir. Donc pour moi, il faut éviter si possible de rouler de nuit. Cédric qui me demande vélo électrique ou pas. Non, moi j'ai pris un vélo normal. Après, si vous avez envie de prendre un vélo électrique, il n'y a pas de honte pour une première aventure notamment, n'hésitez pas. Juliette qui me dit, tu dors où le soir? C'est une très bonne question. Moi j'ai décidé de dormir en hébergement, que ce soit chez l'habitant ou en hôtel, notamment parce que c'était ma première pré-aventure à vélo sur plusieurs jours. Donc je voulais pas prendre trop de bagages avec moi, je voulais être un peu libre, je voulais pouvoir m'arrêter un petit peu sur le chemin en réservant des hôtels, etc. au jour le jour. C'est ce que je vous conseille de faire. En réalité, quand tu fais du vélo, tu peux avoir plein de belles rencontres, d'imprévus qui font que tu vas prendre plus de temps à un endroit, tu as une petite forme, tu fais moins de kilomètres un jour, etc. Donc faut pas trop s'imposer de trucs en vélo, je trouve. La question qui arrive derrière, qui est aussi posée par une autre Juliette Euro, qui me dit, tu fais comment niveau bagage? Alors moi je voyageais avec Clem qui est derrière la caméra actuellement, et donc on a divisé en deux le poids des bagages. Mais en gros on s'en est plutôt bien sorti comme ça. Je le répète, je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais il faut voyager le plus léger possible. Nous c'est vrai qu'on a voyagé en été, donc ça nous a beaucoup aidé par rapport à ça. J'ai pris 3 t-shirts techniques, j'ai pris 1 ou 2 shorts, j'ai pris des cyclistes et quelques slips, je ne vais pas vous mentir. Il y a aussi une très bonne question hyper intéressante, c'est le monde de l'Olinette qui me la pose, c'est cette route se fait en combien de jours? Alors faut quand même savoir que la Scandibérique c'est plus de 1700 km. Si tu veux la faire en mode tranquille, posé, en kiffant un petit peu au jour le jour, tu pars du principe que tu vas faire environ 50-60 bornes par jour, donc il faudra un petit mois en réalité pour faire ce périple. Si tu veux le faire en mode sportif, tu pourras peut-être le faire en 2 semaines uniquement. Mais il y a aussi le fait que tu n'es pas obligé de faire toute la Scandibérique. Faut pas se dire je vais à tout prix faire 80 km par jour, etc. C'est le meilleur moyen de se cramer sur une première expérience à vélo notamment. Mademoiselle 7 qui me dit, tu as fait du vélo avant de préparer? On voit mon corps de lâche, on a la réponse. Non, pas vraiment. Je fais du vélo au quotidien à Paris, c'est mon moyen de transport privilégié quand je suis dans la capitale, mais j'ai pas vraiment fait de vélo. Et la toute dernière question, c'est est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter son vélo? Alors moi je conseille pas d'acheter son vélo pour une première expérience, notamment comme je l'ai vécu, parce qu'il faut d'abord tester ce moyen de transport, ce mode de voyage avant de s'engager sur un achat. Il y a plein de loueurs sur le site de la Scandibérique, il y en a plein qui sont référencés d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker. Et en plus il y a même des loueurs qui te proposent de prendre le vélo à un point A et de le laisser à la fin de ton périple au point B et ils le récupéreront derrière. C'est hyper bien organisé, ça peut être une option cool pour vous, donc n'hésitez pas à checker ça. C'est tout pour la FAQ. En tout cas moi je vais aller me balader à nouveau dans Bordeaux et après on parlera des avantages et des inconvénients que de voyager à vélo.
bonsoir. Est-ce qu'on serait pas sur une fin de périple actuellement? Un si bel endroit pour terminer l'aventure. Il me reste plus qu'à vous partager au final deux choses, à savoir les avantages et les inconvénients du voyage à vélo après mon expérience. Les inconvénients, tout d'abord, l'inconvénient le plus important, c'est que les transports en commun sont toujours pas optimisés pour voyager avec ça. Que tu prennes un bus, un tram ou un train, c'est un peu souvent galère de voyager en vélo et je pense que les instances gouvernementales ont pas mal de taf à faire là-dessus. En deux, aussi quelque chose dont tu ne seras pas vraiment responsable, c'est la dépendance à la météo. C'est vrai que s'il y a un maxi vent plus de la pluie, un voyage à vélo, ça peut vite être un peu moins cool, hein, on va pas se mentir. J'ai vécu un peu ça à certains moments du périple. Tu mets ton kawaii et tout, t'avances, mais c'est quand même un peu la galère. Ceci étant dit, je vois quand même plus d'avantages que d'inconvénients. D'abord, en avantage, tu vas avoir une vraie aventure dont tu te souviendras dans 50 ans. Et ça, c'est quand même très très cool. En deux, tu vas mériter tes paysages, tu vas mériter le parcours que tu vas vivre. Et je trouve que ça donne un peu de noblesse à ton voyage. Ça le rend peut-être un peu plus poétique aussi. Et je dirais aussi que le voyage à vélo, ça peut être très économique parce que si tu investis dans un petit bike et que après tu prends même ta tente avec pour faire du bivouac, ben globalement, le plus d'aventure tu feras, le moins ça te coûtera au final à long terme. Ça peut très vite te coûter quasiment rien. Et pour terminer, je dirais que le voyage à vélo, ça peut te permettre de faire plus de rencontres. J'ai rencontré plein de gens parce que le vélo a un capital sympathique qui est assez incroyable en réalité. Et ça peut te permettre de sortir des sentiers battus. Par exemple, la Scandibérique, c'est vrai que ça m'a permis de prendre des petits chemins, notamment juste avant d'arriver à Bordeaux, qui étaient assez incroyables, passer sous des tunnels. Et sans mon voyage à vélo, j'aurais pas pu expérimenter tout ça. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous voudriez que j'aille à vélo prochainement, parce que je pense que je revivrai une aventure à vélo, un de ces quatre. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!